Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Moutoussamy, énergéticienne sous l'appellation Mathilda Poussière d'étoiles. Je voulais aborder ce petit sujet-là où j'entends parfois qu'il y a des sentiments un peu de ras-le-bol, des phénomènes par rapport à des phénomènes de mode ou des choses qui se développent à l'heure actuelle, spiritualité, développement personnel, etc. Euh, et ce questionnement autour de est-ce qu'il y a trop de thérapeutes, est-ce qu'il y a trop de gens qui soignent? Et alors, comme d'habitude, moi je suis pas là pour poser des vérités, etc., et plutôt pour vous partager une réflexion. C'est que voilà, comme j'ai toujours ce réflexe de regarder un petit peu en arrière parce que ça donne beaucoup de distance, c'est intéressant. Avant qu'il y avait les médecins, comment ça fonctionnait? Donc on sait que parfois dans les monastères et les moines avaient certaines connaissances, etc. et pouvaient prendre éventuellement des gens en charge. Il y avait des métiers qui prenaient aussi certaines choses en charge au Moyen Âge ou à l'époque moderne, notamment les barbiers chirurgiens qui sont les plus connus, qui ont existé depuis l'Antiquité, qui ont été actifs pendant le Moyen Âge et qui disparaissent aux alentours à XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la notion de professionnel de santé qu'on connaît aujourd'hui, c'est très récent. C'est vraiment plutôt à partir du XIXe siècle, il y a eu vraiment des changements de mentalité, ce qu'on appelle les changements d'épistème, de système de pensée, de manière de voir le soin de manière complètement différente. Euh, Ça veut dire qu'avant, il y avait plein de gens qui soignaient potentiellement. Et dans ces personnes-là, c'est intéressant de voir que c'était pas forcément délimité ou extrêmement catégorisé, bien que je pense que historiquement, il y a tout un pan qui a disparu, qui a été effacé à l'époque de la chasse aux sorcières. Mais on sait dans tous les cas qu'on peut avoir, par exemple, des personnes comme fermiers et guérisseurs. On pouvait être fermier et guérisseur aussi en même temps. D'autant que, par exemple, quand on avait du bétail, un propriétaire qui a des vaches, des moutons, etc., ça faisait partie de ses compétences nécessaires de pouvoir soigner le troupeau. Voilà. Donc, et ça pourrait, les sages-femmes qui ont fait le travail de sage-femme et de gynécologue pendant des siècles, souvent elles avaient un autre métier. Donc on pouvait trouver une serveuse sage-femme aussi. On pouvait trouver un guerrier chirurgien. On a les rebouteaux, le terme est assez connu et perdure encore au jour d'aujourd'hui. Les herboristes, etc. C'est-à-dire qu'il y a souvent des choses qui sont à cheval sur plusieurs pratiques. Et il y a aussi des pratiques qui sont personnelles. Donc le barbier, on pourrait dire, on parle souvent d'art au Moyen Âge, c'est quelque chose qui est public. Le barbier chirurgien, il est public. Par contre, dans la pratique quotidienne, il y a tout un tas de gens qui soignent. Et c'est très difficile, on a du mal à savoir quelles sont les délimitations de chacun. Parce que, par exemple, nous, dans l'époque moderne, on sait que tel spécialiste en médecine va gérer tel truc. Les infirmières vont gérer telle chose, les sages-femmes, par rapport à un gynécologue, va gérer tel truc. C'est-à-dire que c'est très organisé, segmentarisé, j'ai envie de dire, et c'était pas du tout le cas auparavant. On a essayé de faire une carte et en même temps, je pense qu'il manque certaines informations parce ces métiers-là étaient énormément des traditions orales et les apprentissages aussi se faisaient de manière orale. Donc on n'a pas des traités, des grimoires, etc. À partir de la médecine moderne, on a des écrits et on se pose sur ce qu'on appelle la raison, l'argumentation, la science qui demande à vérifier par des expériences, etc. Dans la pratique orale, ça n'existe pas du tout. Du coup, il faut imaginer qu'il y a plein de gens, avant la médecine moderne, il y a plein de gens qui soignent un petit peu partout. Il y a plein de gens qui s'occupent, je pense, chacun ancré dans sa communauté. Les barbiers chirurgiens, certains étaient itinérants. Il y a des personnes qui ont pu être itinérants ou les herboristes qui allaient sur certaines foires, sur certains marchés, etc. Donc, comme d'habitude, je généralise, hein. Il y a toujours des cas par cas en fonction des régions, en fonction des traditions. La France, elle a mis des siècles à se construire. Il y a des zones qui font partie de la France qui ont mis beaucoup de temps à faire partie de la France. Donc, qui ont pu avoir des traditions très différentes, notamment l'Alsace-Lorraine, voilà, qui a été beaucoup plus rattachée pendant tout un temps à l'espace de culture germanique, j'ai envie de dire,
ou toute la région du sud-est autour de Nice, qui est un des derniers territoires à intégrer le territoire français, donc qui est plus rattaché culturellement à tout ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, du côté italien, tout ce qu'on appelle ce qu'on a appelé le Piémont-Sardaigne. Bien sûr, en Bretagne, dans le Pays Basque, les traditions étaient très différentes, ou au cœur de Paris, les traditions étaient différentes. En tout cas, je voulais, à travers cette perspective un petit peu de recul, je vais essayer de vous mettre des petits liens historiques pour retrouver un petit peu ça, en sachant vraiment que moi, je pense sincèrement qu'au moment de la chasse aux sorcières, s'il y avait un corpus écrit, il y a un corpus qui a disparu à ce moment-là, pour laisser la place à cette histoire de sorcière, de Satan, blablabla, etc. Avec tout ce questionnement, mais qu'est-ce qu'il y avait en vrai derrière Satan et toutes ces accusations-là? Ça veut dire que chaque communauté, mettons un village, les villages de 50, 100 habitants, 200 habitants, il y avait beaucoup, beaucoup de villages, l'espace est extrêmement rural, avaient des personnes, une à plusieurs personnes dans le village, qui géraient, alors c'est peut-être qu'il y en a un qui gérait les bêtes. Là, je fais juste quelque chose d'hypothétique, hein. Mettons, dans un village de petits hameaux de 50 habitants, le bourg est un petit peu plus loin, mais là, dans le petit hameau de 50 habitants, il y a une femme qui gère les accouchements. En général, c'est les femmes qui gèrent les accouchements. Il y a quelqu'un qui soigne les bêtes. Peut-être qu'il y a quelqu'un, et peut-être que c'est la même personne que celle qui fait les accouchements ou celle qui soigne les bêtes, qui sait trouver les sources quand on a besoin de creuser un nouveau puits ou ce genre de choses. Il y a peut-être une autre personne qui connaît les plantes, et que à chaque fois peut-être que c'est une personne qui gère un petit peu tout ça. Il faut imaginer que c'était comme ça. Et du coup, je reviens à ma question de base, c'est est-ce qu'il y a trop de thérapeutes? On est confronté au fait que la médecine est normalement gérée par que les professionnels de santé. Les autres, on n'a pas trop le droit. On est toléré, mais bon, voilà, on n'a pas trop le droit de parler de guérison, etc. Je parle en tant que moi, énergéticienne, guériseuse, etc. Mais on est confronté à un moment là, il n'y a plus assez de médecins en France, toutes les régions sont touchées maintenant. Comment on se soigne? Et s'il n'y en a pas accès à ces méthodes de soigner qui sont nouvelles, le médecin, l'infirmière, tous les chirurgiens, tous les spécialistes, et tous les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes qui s'occupent de la psyché, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui s'occupent de tout le reste, du coup? Et est-ce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde aussi? Ça redemanderait aussi qu'il y ait un rééquilibrage. Malgré que la médecine a beaucoup essayé de me tuer, et a bien failli me tuer, enfin, ça me paraît nécessaire, et en même temps, une autre médecine est certainement possible, parce que une consultation de 5 minutes, voilà, on prescrit des médicaments, des symptômes, mais voilà, je connais des tas de médecins, j'ai pas pu les consulter, mais j'en connais personnellement qui font leur travail correctement et qui ont une ouverture et une approche holistique par rapport voilà, aux problématiques, mais qui restent, parce qu'ils ont trop de patients, ils sont limités en temps, ou voilà, ils sont peu payés par rapport à leur temps de travail. Euh, voilà. Et donc cette idée-là, si nos métiers, nous, alternatifs, voilà, une fois qu'on enlève tout ce truc d'abus, de potentialité d'abus, c'est vrai qu'il y a des gens qui abusent dans nos métiers, il y a des gens qui font du bon boulot, il y a des gens qui font du moins bon boulot, il y a des gens qui font de la merde, vraiment il y a de tout, mais c'est pareil chez le médecin, on est d'accord, hein, c'est pareil dans tous les métiers. Mais si un jour on arrive à cet équilibre-là, si on reprend cette notion d'un petit village, un petit hameau, il y a 50 habitants, il y a un médecin, il y a peut-être deux guérisseurs. Il y a un médecin, un psy, un guérisseur, peut-être un ostéopathe aussi. Il y a peut-être d'autres métiers qui vont se développer aussi entre-temps, mais si on met vraiment beaucoup de poids sur la santé, et à la fois sur l'autonomisation, sur des pratiques qui permettent alternatives qui permettent de se maintenir, voilà, le yoga se développe, etc. Je trouve ça plutôt positive, en fait. Voilà. Donc, par rapport à cette question, est-ce qu'il y a trop de thérapeutes? Est-ce qu'il y a trop de soignants? Il y a beaucoup de gens qui se sentent appelés, hein, à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont la fibre, d'une certaine manière, et que ça reste compliqué d'en vivre. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire, moi, à mon échelle, je gagne pas tout le temps un SMIC, du coup, et surtout parce que j'ai eu plein de problèmes de santé ces dernières années, donc ça a été une période très compliquée pour moi. Mais voilà, et que
les gens qui n'étaient pas payés à l'époque, qui faisaient ce métier-là, quand tu étais serveuse et sage-femme, oui, on était hors du système économique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas rétribution. Parce qu'on était hors du système de monnaie, mais c'était des notions de service. Moi, j'ai pu le connaître parce que je viens d'une famille où il y avait des pratiques un petit peu comme ça. Il y avait des échanges, même quand ils sont pas monétaires. Quand on dit un don, c'est gratuit, tu dois rien donner. Ben, ça vient de cette époque-là où les gens ils vivaient dans des communautés et il y avait des retours par service du coup qui se faisaient. Ou juste j'ai une grosse récolte, je te donne un peu plus, etc. Des choses voilà très très simples et basiques. Et je vais rajouter la thématique du coach par-dessus. Alors, vraiment, c'est une réflexion, hein. Je ne veux pas dire j'ai tort, j'ai raison, c'est vraiment pour mettre un petit peu en réflexion ces questionnements-là. Est-ce qu'il y a trop de coachs? Le coach, alors le problème aussi, c'est quelle définition on met derrière coach, parce qu'il y a tout un tas de types de coach, mais le coach, je vais le mettre sur l'appellation de soutien. Si on met le coach, c'est celui qui va te booster, qui va te soutenir. Je hein, parce qu'un coach sportif, un coach holistique, voilà, il y a cette notion de soutien, de pousser la meilleure personne vers, du coup. Et alors, voilà, les questionnements, c'est quand il n'y avait pas les coachs, qu'est-ce qui existait? Qu'est-ce qui existait? Alors, la réponse là où j'en suis, et peut-être, voilà, je sais pas si j'ai l'entièreté de la réponse, mais on est dans un monde qui est individualiste, on a besoin de quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide un petit peu à voir clair. Est-ce que c'était pas le rôle de la communauté avant, quand on vivait dans des communautés? Est-ce que le groupe, la famille, alors bien sûr quand il est positif, on sait qu'il y a des familles qui sont pas positives, on sait qu'il y a des communautés qui sont pas positives, et surtout à notre époque où on a perdu le sens de la communauté, en tout cas en Europe, hein, c'est pas forcément vrai ailleurs, mais dans les autres pays où tu as forcément le soutien de ta communauté, et moi j'ai pu vivre dans des espaces culturels en dehors de l'Europe, où c'est beaucoup plus normal de s'encourager tout le temps, d'avoir le soutien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, hein, des bisbis et des dossiers, des jalousies, etc. hein, mais que on va te souhaiter le meilleur tout le temps, on va te souhaiter que ta santé, que Dieu te garde. Enfin voilà, il y a plein d'appellations où c'est vraiment culturel. Après, ça veut pas dire qu'il y a toujours de l'authenticité derrière, etc. Mais il y a encore beaucoup de culture dans le monde, ça se perd évidemment avec la mondialisation qui amène ce libéralisme-là énormément et libéralisme qui dit individualisme, ou parce qu'on est isolé, du coup, on a besoin de ce soutien. Est-ce que avant, bah, dans une famille positive, dans une famille au vrai sens du terme, ou dans une communauté, t'as pas forcément le soutien bah, des anciens qui vont te pousser, etc., qui vont te renvoyer. Enfin voilà, c'était un questionnement. Est-ce que on n'a pas besoin de coach à l'heure actuelle parce que notre société s'est complètement transformée, qu'avant les coachs, enfin en tout cas le rôle que jouent les coachs au jour d'aujourd'hui était joué par la communauté. Et pareil, il n'y a pas besoin dans une communauté, c'est une circulation de services, de partage, d'échanges. On n'a pas besoin de forcément mettre de la monnaie dessus, tandis que là on est dans un monde moderne, chacun doit payer ben, sa maison, euh, ses factures, l'école de ses enfants quand on a des enfants, etc. Donc on est dans ce système monétarisé, individualiste, qui nous oblige à monétiser chacun de nos services. Là où des services, ils pouvaient être dans un système non monétarisé, ben, être dans des circuits d'échange en fait permanents. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'il y a trop de coachs? Est-ce que parce que notre société elle est individualisée, qu'on a peu de gens, on a beaucoup moins de soutien que dans des sociétés qui sont encore communautaires où il y a 300, 400 ans, on faisait forcément partie d'un milieu. Alors ça a ses aspects positifs, ça a ses aspects négatifs, bien entendu. Euh, voilà, du coup, je voulais simplement mettre ça en perspective, du coup. Est-ce qu'il y a trop de coachs? Peut-être pas, en fait. Est-ce qu'il y a trop de thérapeutes? Peut-être pas. Est-ce que, voilà, ça remplit pas des fonctions dont on a besoin à l'heure actuelle, en sachant que, voilà, chaque personne est perfectible. Il y a des formations aussi qui sont plus ou moins bonnes. J'ai une amie psy qui me racontait qu'elle récupère des gens après des coachings et d'un point de vue psy, son cerveau explose. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des bons coachs, et toujours de savoir ben, quelle est la limite dans nos métiers. Je crois qu'une des choses les plus importantes que j'ai appris, moi, parce que dans le parcours de sophrologie, c'est de savoir où est la limite de ce que je peux gérer. Et quand je ne peux pas gérer, je renvoie chez un psy, je renvoie chez un médecin, de savoir qu'est-ce qu'on peut gérer. Et dès que la personne est plus ou moins en danger, à différents niveaux, hein, de savoir relayer, de pas se penser tout puissant dans nos pratiques et aussi
J'ai vraiment cette vision-là, moi, en tant qu'énergéticienne, thérapeute. Les mots sont pas très très importants. Je soigne avec l'énergétique voilà. Et avec mes capacités de médium. Donc dans une vision très holistique et très bizarre du monde par rapport à la médecine classique, bien entendu. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut construire demain? Mais vraiment cette notion que c'est de l'artisanat, c'est vraiment de l'artisanat. J'ai pas, moi je vais jamais dire ma formation elle est miraculeuse et venez dans mes programmes c'est miraculeux. Le miracle reste du domaine du miracle, laissons-le. Et je le dis d'autant que j'ai traversé plein de maladies, plein de complications, etc. J'ai vu la mort. Euh, Vraiment, il y a une part de divin et de mystère que je trouve très importante de laisser là-dessus. Je ne peux pas garantir les effets de mon soin parce qu'il y a la part de moi, ce que je fais, mais il y a la part de ce que la personne, elle reçoit et de comment elle va s'en emparer. Et il y a une part de mystère, hein, de penser qu'on peut tout maîtriser dans cet univers et dans cet univers énergétique et dans ce qu'on est constitué. La psyché, elle est extrêmement complexe. Vu de l'extérieur, surtout, moi je suis pas psy, mais même voilà, pour avoir discuté avec des psys, pour avoir des collègues psys, j'en discute. Enfin, l'immensité de qu'est-ce qui nous constitue, elle est énorme. L'immensité de ce qui nous constitue énergétiquement, elle est juste immense. Je crois que personne n'est omniscient, personne n'arrive à voir tout, même les plus grands guérisseurs, même, je crois que les plus grands guérisseurs, dans tous les temps, ils ont une humilité extrême, du coup. Je pense à Padre Pio, je pense à des grandes figures comme ça, guérisseuses, qui avaient beaucoup d'humilité par rapport au divin. Euh, voilà. Donc, est-ce qu'il y a trop de coachs? Est-ce qu'il y a trop de thérapeutes? Je suis pas sûre. Je pense que notre monde, il en a besoin à l'heure actuelle. Ça veut pas dire de faire confiance à tout le monde, de faire attention. Voilà, moi je continue à me former, je sais où sont mes angles morts par rapport à mon histoire personnelle, mes angles morts par rapport à mes compétences, mes capacités, mes connaissances. Voilà, on peut pas, par exemple, j'aime bien les blessures, les 5 blessures, l'histoire des 5 blessures. C'est gentil, c'est mignon, ça peut prendre de la distance, mais ça ne résume pas une personne. Une personne, c'est tellement complexe. L'univers, c'est tellement complexe. Un animal, c'est complexe. Il y a une complexité qui est extrême là-dedans. Voilà, je voulais vous partager cette réflexion. Propre réflexion, elle est en cheminement aussi. Peut-être que dans une semaine, je dirais, ah, mais non, j'ai compris quelque chose d'autre, etc. Ou tiens, j'ai lu ce livre-là, ça m'a apporté une nouvelle idée sur la question, et dans ce cas-là, ben, je vous partage la source, lisez ce bouquin-là, il est super intéressant. Euh, voilà, mais je crois pas forcément qu'il y ait beaucoup trop de coachs, trop de thérapeutes. Après, c'est un ajustement avec la société, comment les gens ils sont prêts à se soigner de manière différente. Aussi comment on plaît ou on plaît pas à certaines personnes. Je sais que moi, ma manière de travailler, il y a des gens avec qui ça va pas du tout plaire. Il y a des gens avec qui ça va pas du tout leur parler. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'apprécier, il y a des gens qui vont me détester. Voilà, ça fait partie aussi euh, voilà, de la nature humaine, en tout cas telle qu'elle est à l'heure actuelle, parce que on a perdu ce sens de la communauté. Dans le sens de la communauté, ben, on est forcément obligé de se soutenir, etc. Ça veut pas dire ne pas, comment dire, dénoncer des abus. Moi, en Vendée, il y a eu des espèces de cabales de mauvaise foi et de trucs faux qui ont été racontés sur moi par des personnes qui ont essayé d'abuser de moi. Du coup, j'ai dit non, j'ai coupé, et du coup, ces personnes sont allées raconter plein d'autres trucs. Donc, il y a tous ces aspects-là aussi qui jouent, donc ils m'ont fait une sale réputation, et il y a des gens qui ont écouté cette sale réputation de gens qui passent leur temps à dire du mal sur les gens des autres. Et donc, c'est toujours étonnant pour me dire, attends, pourquoi les gens, ils écoutent les gens qui racontent que de la merde sur tout le monde en permanence? Bref, voilà. Donc, c'est des systèmes complexes de comment on s'accepte dans une communauté. Quel est le sens de la communauté aujourd'hui dans le monde occidental aussi? C'est complexe. Il y a cette notion de communauté sur les réseaux sociaux. J'ai un petit peu de mal parce que on reste dans un lien monétarisé, même si je sais qu'il y a parfois des échanges en nature qui se font. C'est vrai que moi, à La Réunion, j'ai beaucoup travaillé sans forcément être payé en monnaie, du coup, parce que, bah voilà, à La Réunion, il y a des gens qui sont au SMIC, il y a des gens, beaucoup de gens au RSA, il y a plein de gens sans revenus, et on ne peut pas toujours faire payer à tout le monde, mais voilà, il y a d'autres ressources possibles. Et j'accepte encore parfois à l'heure actuelle, voilà, mais je décide moi à qui je fais gratuit ou à qui, voilà, je propose un échange de services dans certains cas. Euh,
Voilà, je voulais vous partager ça. N'hésitez pas si vous avez une autre réflexion par rapport à ça, d'autres connaissances aussi par rapport à cet effet-là. Voilà, ou ce que ça remue ou vient bouger à l'intérieur de vous, toute cette réflexion-là, de penser qu'avant, vraiment, chaque communauté, chaque village, chaque tribu, ben, a une ou plusieurs personnes en charge de la santé dans son sens global, santé physique, santé psychologique, santé émotionnelle, santé spirituelle, voilà, qu'il y a différentes personnes qui gèrent ça et que c'est vaste et qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Voilà. Je vous dis à plus tard pour d'autres réflexions. Ciao, ciao!